Mike Cropfeld. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur général de InfoSect à Montréal, fondé en 1980. Cet organisme est un centre d'études sur le phénomène sectaire. C'est un organisme à but non lucratif qui offre de l'aide et de l'information sur les groupes, leur fonctionnement, leur idéologie, etc. Je vous remercie beaucoup au nom de l'UNADFI d'avoir accepté de répondre à quelques questions sur le thème de notre colloque qui est l'ostracisme et qui est très présent dans les sujets que nous abordons, vous et nous. Alors, je commencerai par une première question, un peu propre au Canada. Dans un pays multiculturel comme celui dans lequel vous vivez, observez-vous des différences dans la manière dont les groupes sectaires pratiquent l'ostracisme envers ceux qui les quittent? Premièrement, merci pour l'invitation aujourd'hui. Pour répondre à la première question, bien sûr, c'est un petit peu compliqué parce que comparé à quoi? Et parce qu'il y a tellement beaucoup de différents pays à travers le monde et je crois comment les pays réagissent face à un certain problème ou phénomène, ça va varier, mais en général, si je regarde la situation, par exemple, au Canada et des pays que je connais comme en Europe et États-Unis, les mouvements fonctionnent plus ou moins de la même façon. On prend en considération aussi qu'il y a toujours une certaine variation au niveau du fonctionnement de ces groupes, mais les pratiques, en général, avec des mouvements qu'on connaît et les groupes qui sont en effet ciblés par des organisations comme la nôtre à cause de l'inquiétude qu'on a pour le fonctionnement de ces mouvements, je pense que la façon qu'ils fonctionnent, c'est séparé, en effet. Et ça n'a pas de change, en effet, à cause le système ici au Canada. Ça prend peut-être la forme un peu de l'idéologie, ça s'appuie sur l'idéologie du groupe, donc ça utilise des arguments qui peuvent être différents peut-être. En général, parce que si on regarde les mouvements qu'on voit comme le plus extrêmes, en général, ils fonctionnent plus ou moins de la même façon à travers le monde. Au niveau, ça veut dire qu'il y a toujours des variations et je crois que les différences de fonctionnement vont être basées sur, en effet, peut-être les leaderships dans les différents pays. Juste par exemple, juste un exemple, si vous avez des leaders dans certains pays ou endroits qui sont peut-être moins croyants qu'on suppose qu'ils sont, ils vont être peut-être un petit peu lax au niveau d'interpréter les règles, etc. Et aussi, ça, c'est quelque chose à voir. Mais en général, on peut dire qu'il va y avoir un certain marge de manœuvre, en mon opinion, au niveau du fonctionnement. Mais en général, ça fonctionne à l'intérieur d'une politique et une politique, souvent, dans certains mouvements, qui est relativement sévère. Et c'est pas vraiment de discussion. Et si vous faites en effet quelque chose qui n'était pas correct ou que le mouvement n'accepte pas, il ne va pas y avoir de discussion. Vous allez être mis dehors. Oui. Donc, comme j'ai mentionné, la différence peut être au niveau de le leadership individuel dans certains pays ou certains endroits qui, comme on dit, tournent l'œil, en effet. Ils ne voient pas nécessairement le problème. Parce qu'un aspect, et je pense que vous avez discuté ça aujourd'hui, c'est les gens qui sont vus comme pivots, les gens qui sont physiquement impliqués, mais mentalement déjà sortis. Si vous avez quelqu'un qui est en position de pouvoir à l'intérieur de ce groupe-là, on peut soupçonner peut-être qu'ils vont être moins sévères versus des gens qui ne suivent pas à la lettre. Mais vous allez avoir, et je pense que c'est important de aussi noter, des leaders qui vont être très sévères et qui croient vraiment à 100% dans qu'est-ce qu'ils font. Et de votre expérience, certains groupes sont plus rigides que d'autres? C'est un peu la même question, parce que finalement, ça va dépendre du leader aussi. Oui, mais en même temps, il y a certains mouvements, bien sûr, qui
on connaît mieux à cause qu'on parle beaucoup aux Oui. victimes, soit que c'est effectivement certains mouvements comme Scientologie, Témoins de Jéhovah, certains mouvements polygames, aussi certains groupes chassidiques aussi. En effet, c'est des mouvements où on reçoit souvent des demandes par des anciens membres ou des familles qui ont perdu contact avec quelqu'un, où on devrait couper le contact aussi à cause qu'ils sont en effet mis dehors. Mais c'est dans les mouvements plus larges où c'est pratiqué, vous allez trouver, je pense, une variation au niveau comment ça fonctionne. À l'intérieur, comme j'ai mentionné, la marge de manœuvre. Une certaine marge de manœuvre qui n'est pas très large, mais une certaine marge de manœuvre. Mais en général, c'est des mouvements qui fonctionnent de manière pour garder, comme dit, le mouvement pur et qui ne veut pas être contaminé, qui doit mettre en pratique les ostracismes sévères. Le mise dehors des personnes, en effet, dans toutes sortes de mouvements et groupes dans la société, ça existe. Mais si on regarde certains mouvements où ça devient vraiment politique, où l'exclusion n'est pas juste un effet comme je vous parle demain, Marie, mais en effet, comme vous ne pouvez pas plus continuer d'être membre de notre association. Très différent que quelqu'un qui dit oui, maintenant, dehors, il n'y a plus de contact. Si vous êtes en affaire avec des gens, vous pouvez peut-être perdre l'affaire ou votre business aussi. Très différent. L'exclusion, je pense que c'est la raison de regarder, ça existe dans la société, mais quand on parle de certains mouvements, ça devient une pratique qui a vraiment un impact énorme sur des gens qui deviennent victimes de cette pratique-là. Oui, justement, donc on viendra à cette question. En fait, si c'est utilisé, c'est que c'est utile pour le mouvement. Et oui, Oui, quelles sont oui. les séquelles psychologiques qu'on observe sur les victimes? Ça varie. Je pense qu'on peut regarder au minimum deux catégories des victimes. Ceux qui sont première génération et ceux qu'on peut dire qui sont deuxième ou multigénérationnels. Première génération ont déjà vécu peut-être une vie intérieure. Ça veut dire qu'il y a une vie intérieure. C'est difficile aussi. Mais ceux qui sont nés dans le mouvement, probablement, on doit aussi regarder est-ce qu'ils sont eux-mêmes décidé de quitter le mouvement et après ostracisés par le groupe, ou sont mis dehors par le mouvement à cause que le politique, pour une raison ou l'autre, ont mis ces gens-là dehors. Ça veut dire que l'impact va être très différent pour ces gens-là. Première génération qui décide de quitter, ou même deuxième génération qui décide de quitter, vont vivre aussi des séquelles, mais différents si vous êtes mis dehors par le groupe. Je pense que ceux qui sont mis dehors sont souvent vivent avec les sentiments de culpabilité et peur. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, qu'est-ce que j'ai fait? Et en même temps, ça devient pour moi, je vois ça comme un certain mort social. Ça Oui. veut dire que vous perdez votre entourage, famille, amis, genre avec qui vous avez fait des affaires, toute votre communauté, spécialement dans les mouvements qui sont isolés. Donc, vous participez dans des activités, vous êtes impliqué tout le temps dans des activités de groupe. Si vous êtes en effet dans un mouvement où il y a plus de contact, un petit peu de contact avec l'extérieur, l'impact va être un petit peu moins sévère, mais vous avez perdu tout votre réseau. Ça veut dire l'impact au niveau psychologique, économique et aussi possiblement physiquement, ça peut être énorme. Pour ceux qui n'ont pas eu de choix de joindre, comme dit, deuxième génération, ça peut être en effet comme vraiment comme laisser des séquelles très, très importantes. Des séquelles au niveau de perte de confiance, des sentiments de en effet, sentir trahi, en effet, même par des personnes avec qui vous étiez très proches. Vous passez des années ou toute la vie dans le mouvement, et maintenant, tous ces gens-là tournent leur dos sur vous. Alors, c'est le sentiment après d'avoir vécu ça, comment vous êtes capable de développer la confiance en des autres. Ça veut dire, c'est un des problèmes, je pense, pour des gens qui ont vécu ça. Comment d'avoir maintenant confiance en des gens quand tous ces gens-là avec qui j'ai eu confiance m'ont trahi, en effet. Ça, c'est, je pense, le plus important aussi, le fait que ces gens-là sont seuls, souvent. Ils se sentent que c'est juste les autres
qui ont vécu ça. Et le sentiment de, comme je dis, de se sentir vraiment coupable d'avoir fait quelque chose. Si c'est un groupe religieux, de sentir qu'ils ont tourné leur dos ou fait quelque chose vraiment de mal contre Dieu. Et peut sentir qu'ils ont perdu leur salut, leur chance d'être en effet choisi, chance d'être en effet proche à Dieu. La difficulté pour moi, c'est comme, je parle comme pas d'avoir vécu ça, avoir rencontré des gens qui ont vécu ça. C'est difficile de présenter l'impact parce que c'est quand vous entendez quelqu'un qui a vécu ça, je pense que je deviens conscient que je peux exprimer que c'est difficile de se sentir trahi, de se sentir perdu de toute ma famille, mais c'est pas le même que quelqu'un qui a fait ça. Moi, j'ai vécu une vie avec mes parents, c'était vraiment comme beaucoup d'amour, etc. Jamais perdu de contact, de vivre une expérience où vos parents, votre proche, d'un jour à l'autre, tournent leur dos sur vous. Je ne sais pas comment de décrire ça, en effet, au niveau personnel, sauf de dire c'est, en effet, comme énorme comme expérience et difficile, en effet, pour des gens de continuer après, mais possible. Oui, mais possible. Oui, Oui, oui. en fait, c'est incompréhensible pour eux. Pour une personne qui vit ça, au premier abord, c'est incompréhensible que des Oui. personnes avec lesquelles vous étiez en toute confiance, tout d'un coup, c'est la bascule complète. Mm-hmm. Voilà. Oui. Mais c'est possible, comme vous dites, oui. Et ça, c'est important, hein, parce que j'y reviendrai sur les stratégies d'accompagnement que vous pouvez mettre. Est-ce que vous pensez, parce que vous êtes un observateur avisé quand même des phénomènes sectaires, que les nouvelles technologies et le fait des relations par les réseaux sociaux ont modifié les pratiques d'ostracisme? Alors, je pense que oui, parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont vraiment connectés au niveau des réseaux sociaux. La question, c'est comment de vivre dans la technologie aujourd'hui quand vous sentez et possiblement vous êtes surveillé, en effet, tous les réseaux sociaux, qui est vraiment vos amis maintenant? Alors, des gens parlent maintenant, par exemple, Facebook, vous avez des amis. Mais est-ce que ce sont vraiment des amis? Est-ce que même des gens qui te surveillent? Est-ce qu'en effet, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la technologie, comme harassement, menaces, pas nécessairement menaces physiques, mais vraiment des attaques contre des individus. Et je pense que ce niveau-là, ça peut avoir un impact vraiment négatif pour ceux qui, en effet, veulent participer dans les différents réseaux sociaux. Il y a bien sûr un autre aspect qu'on n'a pas touché, mais je veux mentionner aussi, les réseaux sociaux, ça aussi peut être positif pour certains essentiellement, parce que ça peut les aider à connecter avec des autres qui ont vécu la même chose, trouver des ressources, etc. Mais en général, si on entend parler des réseaux sociaux et des technologies, je vois pour ceux qui ont déjà dans une situation précaire à cause de leur situation, ça peut causer plus de problèmes au niveau parce que vous pouvez sentir et, comme je mentionnais, peut être surveillé. Quoi dire si vous êtes sur des réseaux sociaux qui ne vont pas nécessairement avoir un impact négatif sur toi? En effet, ça, c'est des choses, en effet, vraiment importantes de considérer parce qu'en général, la technologie, comme n'importe quelle en effet, ressource, c'est comme un épée c'est comme un couteau de tranche. Il y a le côté positif et le côté négatif. Sauf qu'aujourd'hui, on entend plus le côté négatif en cause qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent réagir sur les réseaux sociaux contre quelqu'un qui est parti, vraiment essayer de salir la réputation de quelqu'un. Ça, c'est énorme. Et aussi, en effet, souvent, on a déjà entendu parler de ça dans le passé, avant l'Internet, que d'essayer de salir la réputation, de tuer les entreprises, etc. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, te mettre quelque chose en ligne et c'est presque impossible d'arrêter. Et ça, c'est des choses qui, je pense, c'est la raison, je pense, les enseignements doivent être très prudents Oui. devant s'impliquer dans les réseaux sociaux, d'être conscient de les pour et les contre, quoi dire, quoi pas dire.
Parce que souvent, j'ai l'impression que des gens pensent, c'est comme, je vous parle maintenant, Marie, c'est comme je vous parle directement à quelqu'un. Oui, Vous êtes mon ami. Mais des gens sur les réseaux sociaux, vous ne les connaissez pas vraiment. Et sur les raisons, c'est doit être très prudent, je pense, pour les anciens membres, avant de s'embarquer et d'être conscient quoi dire, quoi pas dire. Parce que certaines fois, on a le sens, après une expérience négative, qu'on veut dire tout. Et oui, c'est pas mauvais de dire tout, mais ça vient possiblement avec des conséquences. Et comme je dis aujourd'hui, euh, c'est pas quand vous avez écrit un article il y a 30 ans et peut-être c'est lu par quelques centaines de personnes. Tu mets ça sur les réseaux sociaux, ça peut aller à travers le monde. ouais. Très différent. Et l'impact peut être aussi très différent. Pas Oui, tout le oui. monde qui va vous appuyer quand vous dites quelque chose. Et spécialement s'il y a des membres de groupe, en effet, qui essaient de vous salir, vous attaquer, vous confronter sur les réseaux sociaux. Oui, oui, et donc vous soulignez en fait ce risque-là. Je n'avais pas forcément évalué aussi le risque de la surveillance. C'est-à-dire que on n'y pense pas forcément dans une démarche de confiance avec quelqu'un avec lequel Mhm. on se prend en confiance. Et en fait, les réseaux sociaux peuvent favoriser la surveillance. Oui, parce qu'en effet, le moment que vous êtes sur des réseaux sociaux, est-ce que c'est confidentiel? Je Oui, pense que je commence toujours de dire, si vous commencez à écrire ou dire quelque chose au niveau public, compte pas sur le fait que c'est confidentiel. Tu dois peut-être compter sur le fait que ça va sortir. oui, 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 oui. Non, c'est vrai que donc ça a modifié un peu, c'est certain. Et, Oui. et donc pour finir, je vous demanderais, je serais intéressée, étant donné votre expérience, de voir un petit peu, de connaître un peu les stratégies d'accompagnement que vous avez pu développer au fil des années sur ce point-là, justement, pour aider les victimes qui sont profondément touchées, à la fois à la fois sur le plan matériel et sur le plan psychologique, bien entendu. Alors, on a différents services, bien sûr. Un des services les plus importants, je crois, c'est le service d'écoute. Ça veut dire on rencontre, on parle avec des anciens membres. Et parce que souvent, et c'est pas juste ceux qui sont en effet exclus qui vivent ça, mais des anciens membres en général, souvent, se sentent seuls. C'est qu'est-ce qu'ils ont vécu, c'est arrivé juste à eux. Ça veut dire juste le fait d'avoir la chance de parler à quelqu'un qui les comprend. Et aussi nos groupes de soutien pour les anciens membres, ça aide énormément. Et aussi, bien sûr, c'est la question de comment de construire de nouveaux réseaux de contact, comment de réagir face à différentes situations. Euh, juste pour exemple, certaines fois, on a des anciens membres où ils sont en train de décider qu'ils veulent quitter et savent s'ils décident de quitter, ils vont être exclus. On essaie de les aider de préparer le terrain. Oui, Quoi peut-être faire, comment le faire. En effet, de donner des options. Parce qu'en fin de compte, c'est pas notre décision de quitter ou rester, etc. C'est leur décision, mais comment le faire de façon qui, eux autres, veulent le faire. Parce que certaines personnes vont dire non, je veux plus avoir contact de ma famille, ils me harcèlent, etc. OK, c'est leur décision. Certains autres vont dire comment je veux maintenir contact, comment je peux le faire. Parce que les réalités, même dans les mouvements, et on a vécu beaucoup de situations avec des anciens membres, et on sait même que les familles ne devraient pas garder contact, ils font ça à la cachette. oui, Ça veut dire, et certaines fois, ça veut dire pour dire à l'ancien mort, peut-être c'est mieux de ne pas parler trop publiquement pour le moment, si votre but c'est de garder contact avec des proches, etc. En même temps, vous n'êtes pas obligé d'un certain mouvement de dire que vous quittez. Peut-être ne pas arriver souvent à des rencontres. Vous êtes occupé. Certaines personnes ont décidé de déménager, ça veut dire qu'ils vont aller dans différents endroits où ils ne sont pas vraiment connus. Alors, il y a différentes façons, mais l'important, c'est que chaque personne est différente. Chaque situation vient avec beaucoup de variables, de situations. Et ça veut dire qu'en général, quand on travaille avec des anciens membres, c'est cas par cas. Et de voir qu'est-ce que les autres cherchent et comment on peut les aider à arriver à ça. Et certaines fois, je pense qu'on encourage les gens souvent de ne pas être pressé de faire une décision si vous n'êtes pas obligé de faire une décision rapide. Souvent, les gens pensent
ils sont pris avec oui ou non comme réponse. Mais peut-être c'est aussi une réponse. Ou j'ai besoin de réfléchir. Prends votre temps, parce que certaines fois, ça arrive que l'ancien membre ou personne qui veut quitter est poussé de faire une décision. Il n'est pas certain, comme je l'ai mentionné, c'est cas par cas. Mais il y a des options disponibles. Et en même temps, aussi, une des choses importantes, il y a beaucoup de séquelles pour des anciens membres qui ont été mis dehors ou exclus des groupes. Et on essaie de les aider aussi de trouver des professionnels, parce qu'il y a beaucoup de gens, et on n'a pas touché sur le sujet, mais il y a beaucoup de personnes qui vivent des traumas, et vraiment à cause de l'expérience. Et c'est pas facile juste pour être écouté par quelqu'un, mais certaines fois, c'est effectivement, c'est d'avoir d'aide professionnelle pour vivre avec ça. Oui. Mais comme je mentionnais, chaque situation est différente. Oui, effectivement. Mais souvent, je dis, les êtres humains sont des êtres humains compliqués. Ça veut dire des situations dans quoi ils vont se trouver. Je pense qu'on doit être conscient que ça va être compliqué aussi. Même quand on essaie de chercher des solutions simples, les réalités, certaines fois, ça prend du temps. Et en général, je crois, comme je dis, même que ça peut être très difficile pour des anciens membres qui sont mis dehors ou des gens qui sont exclus, il y a beaucoup de positifs qui peut arriver aussi. Et souvent, j'entends, je pense que on entend ça des anciens membres et on a lu ça aussi. Il y a beaucoup de gens même qui sont exclus, mis dehors. Après un certain temps, le mot liberté entre souvent dans leurs discussions, leurs conversations. Le sens de faire libre de faire leur propre choix, leur propre décision. Mais en même temps, à cause de situations d'ostracisme, ils ont perdu un homme. Même qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, ils ont perdu un homme. Et comme je souligné avant, je ne sais pas comment de vivre avec une situation quand tu perds ta famille. C'est comme un effet, parce que dans certains mouvements, les familles ou l'organisation voient le membre comme mort. Ça veut dire qu'il n'existe plus. Oui, bah oui. Et euh, c'est quelque chose vraiment comme un défi énorme. Et c'est quelque chose qui, en effet, parce que nous autres, on est là pour essayer d'aider les personnes et de trouver les moyens d'avoir plus de ressources et montrer plus à la population l'impact de certains mouvements sur les individus. D'embarquer dans une discussion, est-ce que c'est des bons mouvements, des mauvais mouvements? Oui, oui. Non, il y a ici des gens qui sont victimes d'un système ou une structure qui ont besoin d'aide. Au minimum, qu'en société qui dit, en effet, l'individu est important et comment aider les individus, on doit trouver plus de ressources pour ces gens-là. Et en certains cas, et je crois qu'en France, comme dans des autres pays, le besoin d'avoir des maisons d'hébergement en transition pour les anciens membres. Ça, c'est quelque chose, dans toutes les autres situations, problèmes sociaux, on trouve que c'est une ressource importante pour aider les gens intégrés dans la société après une expérience en effet intense. Ça manque énormément. Mais au Canada, vous avez une telle structure? Non, non, c'est pas. Et à mon connaissance, il y a eu, par exemple, aux États-Unis, il y a eu deux, Oui, mais ça fonctionne. Un n'existe plus. L'autre, je pense, ça fonctionne de manière très différente que ça fait dans le passé. oui. En général, ont été fondés par des anciens membres. Les anciens membres ou des gens qui ont des vraiment qui étaient proches à le phénomène et voyaient comme un besoin important. Et effectivement, c'est un besoin important. Ce qui est vrai, bon, pour résumer, parce qu'on va être obligé de s'arrêter à cause du temps, je ressens ce que vous dites et effectivement, moi je parle volontiers de stratégie et la stratégie, elle est propre à chaque situation. Et pour certains, ce sera rapide, pour d'autres, ce ne sera pas rapide. Et en tout cas, il faut effectivement pouvoir ne pas être, certaines fois, ne pas être trop pressé, préparer la sortie, enfin, une multiplicité de situations et s'adapter à chaque situation.
Voilà. Oui, c'est ça. Mais en même temps, de regarder, en effet, comme je dis, stratégie, c'est question aussi de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible au niveau de changer les politiques des différentes organisations. Ça, c'est un autre sujet qu'on peut